Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour animer ce panel de discussion. Depuis le début de l'avant-midi, on a entendu beaucoup, on nous a présenté, c'est-à-dire beaucoup d'outils, différentes plateformes pour favoriser l'utilisation de technologies en milieu de travail. Avec mes trois panélistes, nous, on va plutôt parler de processus d'introduction ou d'implantation, parce que ça ne se fait pas par magie, c'est pas parce qu'il y a une technologie qui existe qu'elle répond spécifiquement aux besoins du milieu de travail et de la personne qui y travaille. Il faut vraiment faire toute une analyse de la situation avant de pouvoir l'introduire. Je vais vous présenter rapidement mes trois panélistes. J'ai Mme Catherine Ayotte, qui est psychoéducatrice de formation. Vous avez toutes des professions ou des diplômes qui se ressemblent. Donc, Karine est psychoéducatrice de formation. Puis elle est actuellement doctorante au département de psychoéducation et travail social à l'UQTR et elle est chargée du cours Technologie et adaptation psychosociale. J'ai aussi Mme Claude Vincent, qui, elle, est ergothérapeute de formation et qui est aussi professeure titulaire à la Faculté de médecine au département Sciences de la réadaptation et ergothérapie à l'Université Laval. Claude est aussi chercheuse régulière au CIRIS et membre du conseil d'administration d'Inter. Et j'ai Mme Marie Laberge, qui est aussi ergothérapeute de formation et qui a une maîtrise et un doctorat en ergonomie. Elle est aussi professeure à l'UDM et bien sûr, elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la prévention de l'incapacité au travail. Donc, vous avez trois professionnels qui pourront vous parler très longuement d'utilisation et d'implantation. On va commencer avec Karine. Karine, je t'ai présentée comme psychoéducatrice de formation, sauf que tu t'es spécialisée dans certains domaines. Est-ce que tu peux brièvement nous en parler avant de nous partager ta démarche? Oui, donc je travaille avec une équipe de recherche à l'Université de Trois-Rivières, donc à l'UQTR, notamment avec le professeur Dany-Lucie Desrochers et Yves Lachapelle. Donc, actuellement et par le passé, nous avons travaillé sur l'intervention... Pardon, j'ai des petites oreilles. Ça n'arrête pas de décrocher. Donc, je l'ai bien positionné, je m'excuse. Donc, on travaille surtout dans nos projets à l'utilisation des technologies pour soutenir les personnes en situation de handicap, notamment. Mais je travaille aussi sur le développement de l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Je travaille actuellement dans mon projet de thèse, parce que oui, je suis une jeune doctorante. Donc, dans mon projet de thèse, je travaille sur l'innovation sociale auprès des personnes autistes. Donc, en gros, je crois que ça fait le tour. Mais je me spécialise beaucoup sur les approches collaboratives, inclusives, de s'assurer d'accompagner justement les milieux dans le déploiement des technologies. Justement, tu vas parler de la démarche que tu utilises, qui est un modèle d'accompagnement visant le déploiement d'outils technolo-cliniques. J'espère que tu pourras nous expliquer ce terme à travers ta présentation. Donc, je te laisse présenter ta démarche. Je cherchais quel terme. Okay. L'intervention technoclinique. Donc, oui, effectivement, le modèle d'accompagnement produit, public, structure est né notamment d'un partenariat, d'une collaboration avec les établissements de santé et de services sociaux. Puis, l'intervention technoclinique, vous comprendrez que c'est l'intervention où on utilise justement les technologies pour soutenir les personnes. Donc, le modèle MAPS que je vais vous présenter est né de ça. Je ne sais pas si ça va être possible de mettre la diaporama, la première. Donc, je vais vous présenter le modèle MAPS. C'est plus facile, ça sera plus facile pour vous. Donc, le but de ce modèle-là, c'est vraiment d'identifier les leviers, les obstacles, d'identifier des conditions de déploiement pour vous aider. On parlait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de solutions technologiques, donc technologies numériques qui vous sont proposées. Bien, maintenant, il ne suffit pas seulement de la choisir, la bonne technologie, il faut assurer des conditions de déploiement qui sont vraiment pertinentes, efficaces, suffisantes pour que les personnes l'utilisent, cette technologie-là. Donc, c'est où je vous amène. Est-ce que c'est possible de mettre le BAPS, s'il vous plaît, de ma présentation? D'accord. Bien, je vais continuer de toute façon. Je l'ai ici avec moi, puis je le connais quand même pas mal par cœur. Donc, vous allez voir, le modèle MAPS, on s'appuie ici sur
d'identifier et d'assurer des conditions technologiques dans 3 dimensions. Donc, il y a la dimension qu'auparavant on appelait clinique, puis ici, vraiment au niveau de l'assistance, au niveau de l'encadrement, de l'accompagnement de la personne. On a la dimension de gestion également et la dimension technologique. Donc, vous voyez ici que c'est bien important de prendre les 3 en considération. À ce modèle s'ajoutent 3 sous-dimensions. Tout à l'heure, on parlait de vigilance, là, donc de s'assurer de la mise à jour du répertoire, donc de la vigie des technologies. Il y a au niveau des achats et il y a au niveau éthique. Donc, ce sont tous des dimensions à prendre en considération quand on déploie les technologies. Je ne vous présenterai pas tout le modèle, c'est quand même un modèle assez important, donc de grande ampleur, mais ce qu'on dit au niveau clinique, c'est de s'assurer, l'autre d'après, c'est de s'assurer que au niveau de, est-ce que oui, effectivement, ça répond aux besoins? On l'a souvent nommé, ça doit vraiment répondre aux besoins des utilisateurs. Il doit aussi y avoir une valeur ajoutée quand on met en place une technologie. Qu'est-ce que ça apporte de plus que les solutions qu'on utilise déjà dans le milieu avec les personnes? Par la suite, la démarche d'intégration est hyper importante. Donc, dans la démarche d'intégration, ça va être effectivement qu'elle soit rigoureuse, mais de s'assurer de l'accessibilité. On parlait d'accessibilité à l'emploi tantôt, donc de favoriser l'accessibilité. Bien, il faut aussi s'assurer que la technologie est accessible. On a développé une pyramide là, que je vous présente ici brièvement, mais c'est de dire, premièrement, est-ce que la personne elle a accès à la technologie? Est-ce que c'est facile pour elle d'avoir accès à la technologie? Par la suite, on va aussi se questionner sur les habiletés. Quelles habiletés sensorimotrices, cognitives, techniques que la personne doit posséder pour utiliser la technologie, qui sont nécessaires pour utiliser la technologie, mais peut-être éventuellement qui seraient nécessaires à développer avec la personne ou d'offrir l'accompagnement nécessaire en fonction de ses habiletés. Il y a aussi les codes et conventions. Donc, est-ce que la personne est en mesure de connaître les règles d'usage? Hein? Donc, quand on va sur Internet, à quoi il faut faire attention? Là, je nomme ça comme exemple, mais je pourrais en nommer plusieurs autres. Puis, par la suite, tous les enjeux éthiques et psychosociaux. La confidentialité est souvent un enjeu. Donc, vous voyez ici qu'avec la confidentialité, la sécurité, l'autonomie, est-ce que la personne est en mesure de donner un consentement libre et éclairé dans cette utilisation-là? Donc, qu'est-ce qu'elle comprend de l'utilisation? Donc, vous voyez ici avec ce modèle-là et le prochain que je vais vous présenter, c'est d'amener, oui, à identifier des conditions de déploiement, mais à développer aussi votre sens. Je déteste la barre, je m'excuse. Je veux vous voir dans les yeux. Donc, de aussi développer un sens critique quand vous voulez choisir des solutions technologiques, des technologies numériques notamment. Donc, en gros, vous voyez que je ne vous ai pas tout présenté du modèle, mais ça donne une bonne idée. Tu l'as nommé très brièvement dans ta présentation de ton modèle, mais à travers toutes les démarches que tu as faites, le déploiement sur le terrain de différents outils technologiques, tu t'es intéressé au processus d'acceptabilité ou d'acceptation technologique. Puis je pense que c'est important, au-delà de on intègre un outil ou on déploie un outil dans un milieu de travail, s'il n'y a pas d'acceptation autant de la personne elle-même qui va l'utiliser, de son entourage, bien, ça peut causer des défis. Oui, tout à fait. Puis on s'est intéressé à ça par nos expériences sur le terrain parce qu'on le disait tout à l'heure, hein, c'est pas parce qu'on met une technologie à disponibilité des personnes que les personnes vont l'utiliser. Il y a souvent de grandes résistances par rapport à l'utilisation des technologies dans les milieux. Et les résistances, il faut les considérer. Donc ici, le modèle que je vais vous présenter, bien, ça va vous aider à identifier les leviers, les obstacles, les résistances, mais par la suite aussi, ça va être quelque chose qui va être important comme information pour accompagner le déploiement. Ce modèle-là, il nous amène au niveau de l'acceptabilité, l'acceptation dans la littérature, puis vous allez voir là, pourquoi des fois c'est interchangé au niveau des termes qui sont utilisés. Bien, c'est parce que c'est sur vraiment 3 dimensions temporelles. Donc, il faut évaluer, mesurer, observer les perceptions des personnes quant à l'utilisation. C'est ce qui va vous permettre d'identifier certains facteurs dans la sphère individuelle, technologique et organisationnelle. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les personnes vont décider de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser? Donc, c'est ici, avec le modèle que je vous présente, c'est ce qu'on tente d'aller chercher comme information. Les 3 temps, donc, c'est a priori. Donc, avant les premières utilisations, dès que vous pensez à mettre un projet
de mettre en place des technologies, c'est important déjà d'aller voir les perceptions des gens. Vous pouvez changer de... non, laissez-le là, je vais les expliquer tout de suite, on changera par la suite. Donc, avant l'utilisation, le deuxième, c'est après quelques utilisations. Et là, soyez pas surpris, vous allez voir tout le monde. C'est beau, c'est rose, on est au pays des pouliches quand on envisage de prendre la technologie, mais après ça, on voit quand même, dépendamment des conditions qui sont mises en place, dépendamment de l'accompagnement qui est mis en place, puis il y a aussi le fait de l'utiliser pour de vrai, puis de voir que c'est pas toujours facile. Donc, il va y avoir un petit peu une baisse au niveau de notre enthousiasme à utiliser la technologie, mais ça nous permet de mettre en place vraiment, de faire les ajustements, les modifications pour accompagner le processus. Par la suite, l'appropriation, bien, c'est quand c'est utilisé de façon régulière. On va continuer nos évaluations, notre suivi, notre accompagnement. Donc, de le faire, puis là, on le voit en 3 fois, mais cette phase-là pourrait se continuer dans le temps pour vraiment s'assurer de comment ça se passe. Est-ce que mes personnes sont toujours mobilisées? Est-ce qu'ils l'utilisent toujours? Et s'ils ne l'utilisent pas, bien, qu'est-ce qui fait qu'ils ne l'utilisent pas? Identifier ces conditions. On peut changer à la prochaine. Vous allez voir le modèle dont je vous parlais. Donc, encore une fois, vous allez voir apparaître à l'intérieur, parce que ces 2 modèles-là sont en complémentarité. Donc, on voit les facteurs liés à l'individu, les facteurs liés à l'environnement et les facteurs liés à la technologie. Encore une fois, je n'irai pas en détail dans chaque, mais ici, là, soyez assurés que si il faut aller vérifier la personne, ses perceptions au départ. Est-ce qu'elle a une attitude positive ou une attitude négative par rapport à la mise en place des technologies? Et ça, il faut le faire pour l'ensemble des acteurs. C'est bien important, pas seulement pour l'utilisateur, parce que vos personnes qui accompagnent, on a besoin de connaître aussi, parce que si eux, ils n'accompagnent pas la personne, ça ne fonctionnera pas. Donc, ici, on va aller voir l'attitude, les expériences. Est-ce qu'on a vécu des expériences antérieures qui étaient négatives? Est-ce qu'on sent qu'on a les compétences et les connaissances pour utiliser? Donc, ces éléments-là vont influencer favorablement ou défavorablement l'utilisation de la technologie. Par la suite, un autre élément important dans les facteurs liés à la technologie, bien, on voit ici, c'est la facilité d'utilisation. Il y a plein de choses qui ont été nommées tout à l'heure par rapport à l'accessibilité, etc. Dans la facilité d'utilisation, il y a 4 choses auxquelles il faut faire attention lorsqu'on choisit une technologie pour vraiment que les gens soient positifs à l'utilisation. On dit que si la technologie, elle est intuitive, facile à comprendre, ça va faciliter son adoption. Par la suite, en plus, elle soit accessible. Donc, je n'ai pas parlé dans l'autre modèle, mais vraiment, oui, je vous en ai parlé au niveau des habiletés et l'accès et tout ça. Bien, est-ce que c'est accessible à la personne? On parlait de narrateur tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un narrateur sur un site qui n'est pas bien conçu. Vous allez entendre souvent tableau, 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 image, tableau, tableau. C'est parce qu'il était mal conçu. Donc, vous voyez, au niveau de l'accessibilité, c'est important de voir qu'est-ce qui est accessible. Puis, par la suite, ne serait-ce que l'accessibilité, est-ce que la technologie s'adapte bien? On voyait tout à l'heure avec Abiléo, il y avait la possibilité de mettre des vidéos. Mais la personne, est-ce qu'elle va devoir écouter les vidéos à chaque fois qu'elle va vouloir faire sa tâche? Non, ça doit évoluer avec la personne. Est-ce que ça nous permet de mettre des images par la suite? Donc, voyez-vous, au niveau de la facilité d'utilisation, il y a vraiment plusieurs facteurs. Puis, un aussi, c'est la durabilité. C'est vraiment de s'assurer de la résistance, mais aussi que ça évolue avec les objectifs de l'entreprise. Hein? Parce qu'il y a toujours la notion de faisabilité derrière tout ça. Donc, il faut prendre en considération, oui, tout ce qui entoure l'individu, mais ce qui entoure l'organisation aussi. Puis la dernière chose que je vous spécifie ici en haut, juste pour que vous compreniez bien, là, on a parlé beaucoup de contexte de déploiement. Prévoyez du temps. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les accompagnements qu'on fait. On ne prévoit jamais suffisamment de temps pour que les personnes puissent se préparer, programmer, adapter leurs interventions, acquérir de nouvelles compétences pour utiliser. Le changement, ça demande du temps. Donc, dans les conditions, c'est ce que je vous dirais. Mais là, je ne les passerai pas tous parce que ça pourrait... Je voulais vous donner le plus d'informations possible, mais effectivement, il y a plusieurs facteurs. Rapidement, en terminant, Karine, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les clés de la réussite quand on veut implanter une technologie de façon durable en milieu de travail? Je pense qu'on ne le dira pas suffisamment. Je ne sais pas si c'est toujours entendu, mais une planification, une organisation et une mise en place qui est réellement rigoureuse et adaptée, c'est une chose. Puis, par la suite, bien, il faut vraiment s'assurer d'être dans la co-construction avec les gens, d'entendre les résistances, de ne pas les fuir. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, d'un leadership qui est partagé dans tout ça, mais surtout d'impliquer les travailleurs avec vous dans les réflexions pour que les solutions technologiques soient réellement adaptées aux personnes, à leur réalité, à leurs besoins.
Merci Donc, je beaucoup, terminerai Karine. là-dessus. On va avoir une période de questions à la fin. Je vais maintenant passer à Mme Claude Vincent. Claude, toi, tu travailles en amont du marché du travail, donc tu travailles plus en pré-employabilité. Actuellement, tu mènes un projet de recherche en co-conception qui vise à développer finalement les compétences professionnelles de différents types de personnes en situation de handicap, qui a pour objectif de répondre aux attentes de l'industrie manufacturière. Oui. Alors, la question? La question, peux-tu nous présenter un petit peu les travaux que tu mènes? OK. Alors, c'est quand même nouveau pour moi d'être avec la clientèle, je pourrais dire neurodiverse. Ça fait juste depuis 4-5 ans. Et alors, le projet que je pourrais vous présenter présentement, je ne sais pas si c'est possible de mettre la diapositive. Oui, c'est ça. Je sais que vous ne pouvez pas voir grand-chose. Je suis désolée, je ne l'ai pas seté comme il faut. Alors, c'est un projet de recherche qui a été subventionné par le ministère de l'Économie, de l'Emploi et de l'Énergie, justement pour développer des compétences dans les ateliers de travail. C'est les services socio-professionnels qui sont avant, là, en pré-emploi, mais au niveau du secteur manufacturier. Alors, sur une des images que vous pouvez voir, les premières images complètement... j'ai pas de gauche, pas de droite, là, complètement de ce côté-là. Alors, vous avez des exemples de personnes qui travaillent en atelier de travail. Dans notre projet, on avait 3 ateliers de travail. Un qui s'appelle « Intégration troubles du spectre de l'autisme ». L'autre qui s'appelle... on l'appelle le Lapierre, mais c'est en déficience intellectuelle, un atelier de travail. Et le troisième n'est pas un atelier de travail, mais il veut en faire un. C'est Servio qui veut faire un atelier de travail pour les personnes qui ont un TCC là, léger ou modéré, mais chronique. Alors, l'exemple qu'on a souvent dans les ateliers de travail qu'on voit, c'est beaucoup des tâches de travail où que les gens, justement, développent leurs habiletés au travail pendant quelques heures par semaine. Et les tâches qu'on peut voir ici, c'est souvent des tâches d'assemblage, mais ce n'est pas informatisé, puis c'est assez loin du secteur manufacturier. Alors, sur l'image qu'on a ici, il y avait de l'assemblage d'une trousse pour Midicus, et l'autre, c'était aussi pour de développer sur du papier, je pense, des formats pour une compagnie alimentaire. Alors, dans notre projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des focus group avec les usagers, 3 usagers dans chacun des 3 types de clientèle où on leur a présenté des instructions, OK? Puis aussi pour faire de l'assemblage d'une résistance électrique. Alors, pour les personnes peut-être qui ont un doute, c'est quoi une résistance électrique? Ça peut être différentes grandeurs, mais dans notre cas, c'est les résistances électriques qu'on peut mettre pour empêcher le courant de passer trop rapidement, là, soit dans les appareils électriques, les calorifères ou les réfrigérateurs ou ce genre de choses. Alors, je vous donne un exemple qui est plus haut. Quand on est dans l'industrie manufacturière puis qu'on fabrique, OK, là, dans l'exemple qu'on a ici, c'est chez Festo, fabrique des résistances, c'est un PDF sur 2 pages et que ça l'explique que tu prends la vis, que tu enfiles tel boulon, tel boulon, tel boulon, etc. Alors, les personnes avec trouble du spectre de l'autisme ou déficience intellectuelle ou un TCC peuvent ne pas être capables d'utiliser ces instructions-là telles quelles pour faire l'assemblage d'une résistance électrique. J'imagine que vous avez développé des solutions pour justement venir répondre aux besoins de ces personnes-là. Exactement. Fait que les solutions qu'on a développées, c'était avec eux, s'entendre quel genre d'instructions qu'on pourrait avoir. Alors, il faut vraiment développer étape par étape. Et alors, on a présenté une première version de ces étapes-là aux usagers qui nous ont fait des commentaires. Après ça, aux intervenants qui sont des éducateurs spécialisés pour améliorer les instructions. Les instructions, comment on les a fait, c'est qu'on a pris chacune des étapes. Plus bas dans le milieu, je vous montre que c'est un PowerPoint qu'on a utilisé. Et sur chaque PowerPoint, on a, par exemple, l'étape 1, prendre la grande vis, puis il est écrit dessus « associé au bac 1 », parce que la vis qu'on va prendre, elle va être dans le bac 1. Et, par exemple, et l'étape 2, ça va être, par exemple, enfiler le boulon du bac 3, par exemple. Fait que là, on a une petite vidéo que si la personne veut voir comment enfiler le boulon aussi qui fait partie de l'image vidéo. Fait que comme ça, on a une vingtaine de diapositives, OK,
pour pouvoir assembler au final la résistance, toujours en fonction de qu'est-ce qu'il faut mettre sur le poste de travail et qu'est-ce qui fonctionne là, avec les instructions. J'imagine que chacune des vidéos est personnalisée aux besoins de la personne qui fait l'assemblage. Bon, alors on ne peut pas dire que les vidéos sont personnalisées parce que c'est la recherche qu'on a faite, les petites tâches. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que ça a donné 3 types d'instructions légèrement différentes, puis 3 postes de travail légèrement différents. Est-ce que vous voulez que j'élabore sur les différences? Oui. Alors, on s'est rendu compte que pour les instructions, chez Intégration Troubles du spectre de l'autisme, eux autres, ils aiment vraiment beaucoup là, le sens des flèches est très important dans les graphismes pour assembler les instructions. Alors, on a vraiment plus travaillé le sens des flèches dans les instructions. Et aussi, cette clientèle-là peut travailler assis ou debout. Cette clientèle-là a besoin d'un éclairage latéral où ils peuvent ajuster là, la couleur de la lumière, si on pourrait dire, parce qu'ils ont des sensibilités de ce niveau-là. Eux, ils ont besoin, dans leur poste de travail, d'avoir 3 côtés où les petits trous là, pour accrocher les affaires, il faut les rendre opaques pour vraiment pas avoir de surstimulation. Puis aussi, cette clientèle-là est capable, vu qu'ils ont une bonne motricité fine puis sont assez rapides, ils sont capables de préparer le poste de travail. Quand on a regardé du côté de la déficience intellectuelle, on nous a demandé, les instructions avaient très peu de mots. Il fallait vraiment insister sur le peu de mots. Puis, il y en a plusieurs qui ont moins de mobilité fine, je veux dire. Alors là, il fallait, eux autres, que ce soit en position assise, pas d'appui-bras, mais en position assise. Il fallait aussi les outils comme, par exemple, la visseuse. Il faut l'attacher au cas où... pour pas qu'ils la lancent ou si jamais il se passe quelque chose, alors il fallait attacher, là, sécuriser les outils sur le poste de travail. Puis aussi, eux, l'emphase était surtout, c'est ça, sur le rangement, aussi pour bien ranger les choses, que les choses soient extrêmement bien identifiées. Maintenant, je dirais pour TCC, les instructions sont même différentes si c'est un TCC léger versus... moyen, je veux dire. Dans le cas de déficience intellectuelle, j'ai oublié de dire qu'eux autres, il fallait que le poste de travail soit préparé par les éducateurs. Pour les TCC légers, eux autres, ils peuvent très bien préparer le poste de travail. Fait qu'il y a 8 diapositives consacrées à la préparation du poste de travail. Et dans les instructions pour la personne qui a un TCC léger, elle, c'est vraiment trop long, là, 20 diapositives. Fait qu'elle devait faire plusieurs étapes sur une diapositive avec un vidéo qui dure plus longtemps, comme enfiler toutes les vis avant de mettre la résistance dans le milieu, puis après ça, une autre vidéo à la fin, puis après ça, comment on serre la visseuse sur l'étau. Il y avait besoin moins d'instructions. Par contre, ce qui avait plus de besoin, c'était au niveau, c'est des gens qui ont de la fatigabilité. Alors, il fallait vraiment avoir une place pour vraiment que la table puisse monter, descendre, justement, pour l'accès au fauteuil roulant. Et aussi, pour ceux qui voulaient travailler debout, il y avait... Ah oui, c'est ça. Ou ceux qui ne sont pas fauteuil roulant, un support pour les pieds. Puis il y a aussi une place pour accrocher la canne. Puis eux, ils ont besoin de 2 éclairages là, qui nous ont dit que c'était très important. Puis il fallait que la chaise soit avec des appuis-bras puis un dossier là, si on n'était pas là, en fauteuil roulant. Tu as parlé des adaptations de postes ou de vidéos là, selon le type de clientèle. Tu as parlé aussi des acteurs qui ont été impliqués, les personnes elles-mêmes, les intervenants, les éducateurs spécialisés. Mais j'imagine que ça a demandé la contribution aussi de d'autres acteurs, notamment des entreprises. Oui, notre entreprise qui était notre partenaire, c'était, on en avait 2, mais sur ce projet-là, c'est Festo, qui est une entreprise justement avec plein de choses dans le secteur manufacturier. Puis c'est même eux qui ont fabriqué là, les 3 postes, on a fait fabriquer 10 postes de travail qui les ont positionnés, on est allé les livrer là, dans chacun des ateliers. Fait qu'ils les ont vraiment fabriqués selon toutes les recommandations là, qu'on leur avait faites, qui étaient sorties de ça. Je dois aussi mentionner qu'on a eu l'aide d'une compagnie qui se spécialise dans le séquençage de faire des recettes pour les personnes autistes. C'est vraiment eux qui nous ont montré comment faire le PowerPoint. Sur chaque PowerPoint, pas beaucoup de mots avec une vidéo, puis avec un graphisme, avec le sens des flèches. Comme tantôt quelqu'un parlait de l'épluchage, là, on peut imaginer que c'est la même chose. Là, puis comment ça fonctionne, c'est que la personne elle a une tablette, puis à chaque fois qu'elle a fini
de faire une étape, elle fait ça avec son doigt sur la tablette, puis elle passe à la prochaine. Fait que vraiment, fait qu'elle n'est pas obligée de regarder le vidéo à chaque fois si elle sait comment le faire. Puis, fait que ça fonctionne vraiment comme ça. Fait qu'on a eu aussi une autre compagnie qui a fourni les tablettes. Fait qu'on avait plusieurs partenaires. Plusieurs partenariats pour réaliser le projet. On l'a dit à quelques reprises, c'est un projet de recherche. Vous en êtes où dans l'évaluation de ce que vous êtes en train d'implanter? Là, on a livré, OK, avant Noël, nos 3 tables. Puis là, il faut qu'on ait des contrats de résistance. Fait que là, on est en train de... Comment ça va fonctionner? Fait qu'on est un peu là-dedans parce que là, il faut prendre tout le matériel qui est chez Festo, là, de toutes les pièces d'assemblage. On a déjà les bacs, tout est déjà acheté, mais il faut vraiment qu'on s'arrange pour avoir les contrats, pour les mettre dans les différents endroits. Alors, une fois que les contrats vont être sur place, on va faire des pré-tests avec les instructions, avec tous les éducateurs spécialisés dans chacun des endroits pour faire les derniers ajustements, que ça fonctionne avec le contrat qui est à faire jusqu'au produit final, puis tout ça. Puis ensuite, on va évaluer 5, on pourrait dire, usagers, ITSA, TCC, puis DI, puis avec des outils aussi qu'on a développés pour regarder, OK, en tout cas, leurs compétences au travail, si c'est pareil comme quand ils travaillaient sur d'autres tâches auparavant. Puis si c'est ça, ça s'améliore dans le temps. Puis on veut regarder beaucoup aussi la grille d'observation, c'est un peu la productivité. Quand, mettons, tu fabriques une résistance, ben tu sais, la première, j'imagine, ça te prend plus de temps. Combien de temps tu peux en fabriquer à l'heure? Est-ce que c'est combien de résistances sont réussies, sont ratées, ou etc.? Fait que c'est un peu là, la productivité. Toujours dans le but, évidemment, que ces personnes-là qui travaillent là, s'il y en a que le métier les intéresse, il manque de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier, on peut reproduire le genre d'instructions et de postes de travail qui sont dans l'industrie. Là. Fait qu'on est vraiment rendu à l'étape, là, je pourrais dire, d'évaluation. D'évaluation de la démarche. Bien, merci beaucoup, Claude, pour cette présentation. On va maintenant passer à Mme Marie Laberge. Marie, pouvez-vous, j'ai identifié tantôt votre parcours académique et professionnel. Pouvez-vous nous dire rapidement en quoi vous êtes spécialisée? Oui, merci beaucoup. Bien, pour ceux qui ne me voient pas, là, je suis une femme de assez petite taille, habillée en noir et rouge et de peau blanche. Et pour l'interprète, si jamais je parle trop rapidement, peut-être me faire un signe, parce que je suis consciente que c'est un métier et qui c'est très exigeant au niveau musculo-squelettique. Donc oui, je suis ergonome et ergothérapeute. J'ai les doubles chapeaux. Je vais vous faire un dévoilement avant de commencer. Je ne suis pas une spécialiste ni une promotrice de technologie, mais je suis une spécialiste et une promotrice de l'humain utilisant les technologies. Et à ce titre, moi, c'est ça, toutes les recherches que j'ai faites par le passé sur les technologies en soutien à l'emploi étaient à la base des demandes, soit d'organismes d'insertion, soit d'écoles souhaitant utiliser des outils d'insertion, et c'était toujours dans le spectre de l'insertion en milieu de travail. À chaque fois que quelqu'un me demande « toi, la spécialiste en ergonomie, tu vas pouvoir nous dire comment utiliser telle technologie », alors moi, je ne m'intéresse pas à savoir, à vous dire comment utiliser la technologie, mais je m'intéresse à savoir comment vous utilisez la technologie. Et puis, si vous avez des difficultés à utiliser la technologie, bien, je vais essayer de vous aider à trouver ensemble une façon d'adapter la technologie pour qu'elle réponde à vos besoins. Donc, aujourd'hui, par exemple, toutes les présentations qu'on a eues, il y en a une qui m'a beaucoup interpellée, c'est celle de Jérôme, parce que Jérôme a développé une foule d'adaptations et de technologies qui correspondent à ses propres besoins, parce que graduellement, avec sa condition, il y a des éléments qu'il pouvait faire avant qu'il ne peut plus faire, puis il sait que la technologie peut l'aider à garder son emploi, à garder ses capacités. Et puis, c'est la meilleure personne pour trouver la meilleure technologie parce que c'est lui qui est confronté à ça. Fait que moi, c'est souvent l'apport que j'ai eu dans des projets où on m'a interpellée. Et puis, la plupart du temps où j'ai testé des technologies qui étaient à la base déjà identifiées, bien, j'ai trouvé plus de difficultés à l'utilisation de ces technologies-là que d'apport réel à l'utilisation de ces technologies-là. C'est ce qui nous a amené, dans mon équipe de recherche et moi, à développer une approche d'évaluation de l'utilisation des technologies plutôt que d'évaluer des technologies comme telles.
Par exemple, une approche que vous appelez une approche d'ergonomie constructive. Pouvez-vous nous la présenter, cette approche? L'ergonomie constructive, en fait, l'ergonomie, la plupart des gens ici connaissent un peu c'est quoi. C'est souvent, on va dire, adapter le poste de la personne pour ses besoins. Mais l'ergonomie, en fait, c'est une approche d'analyse du travail en vue de transformer le travail pour que ça soit plus facile pour les personnes de le faire, que ça permette de préserver sa santé, son bien-être au travail, mais que ça permette également la performance au travail. Donc, on allie les deux. Et cette approche-là d'ergonomie constructive, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est une approche qui permet aux personnes de se développer au travail, mais qui permet aussi aux organisations de se développer également à l'aide de tous ces talents. Donc, c'est ça que ça veut dire, l'ergonomie constructive. C'est un peu l'approche que je valorise. C'est une approche qui vous a été inspirée par le Récit national en éducation. C'est une approche, en fait, l'ergonomie constructive, pas tant, mais plus l'approche de planification et d'attribution d'aide technologique. Je me suis beaucoup inspirée de l'approche des fonctions d'aide qui a été développée par le Récit national en éducation. Le Récit national en éducation, c'est un regroupement de personnes ressources dédiées aux technologies dans le réseau de l'éducation. Il y en a dans toutes les matières, là, mathématiques, français, anglais, mais il y en a un aussi dans le grand domaine de l'adaptation scolaire. C'est souvent eux qui vont être en soutien pour recommander les meilleures technologies d'apprentissage pour les élèves. Donc oui, eux, ils ont développé toute une approche qui vise à évaluer la situation de besoin avant d'identifier les fonctions d'aide et avant d'identifier le produit qui va correspondre à la personne. Puis ça nous parlait beaucoup. Ça rejoint un peu le processus de production du handicap qui essaie de voir dans l'environnement puis dans les capacités et les défis de la personne, qu'est-ce qui peut être le meilleur match. Donc oui, c'est à la base de l'approche du récit qu'on a développé une approche pour identifier les meilleures ressources technologiques en milieu de travail. Parce qu'il faut savoir que dans le réseau de l'éducation, il y a beaucoup de technologies qui sont fournies. En milieu de travail, c'est souvent pas fourni. Il faut payer de sa poche. Parfois, il y a des CIT, parfois, il y a des mesures de subvention, mais c'est à géométrie variable, vous le savez. Et puis, c'est un défi quand même de pouvoir trouver la bonne technologie. Puis souvent, c'est pas la plus chère. Nous, on a évalué, par exemple, des assistants à la réalisation de tâches. On en a évalué plusieurs parce que ça avait l'air d'être une solution un peu miraculeuse. Mais en fait, c'est de considérer qu'une même tâche se fait toujours de la même façon. Mais dans un milieu de travail, les aléas de la production, les imprévus, le fait que le mardi puis le mercredi, c'est pas le même achalandage de clients, tout ça fait en sorte que l'image, la séquence ne s'applique pas d'une situation à l'autre, ce qui est très difficile. Ce qu'on a réalisé finalement à terme, c'est de voir que, en fait, ce qui aidait les personnes à apprendre leurs tâches, c'était pas tant de visualiser des séquences préprogrammées, c'était de programmer eux-mêmes leur propre séquence de tâches en le faisant eux-mêmes. Parce que là, en même temps, ils apprennent à la mémoriser, en même temps, ils la filment, en même temps, ils posent des questions à leur superviseur parrain pour dire « Ouais, mais ça, devrais-tu la faire comme ça ou comme ça? » Ah, bien, ça dépend. Est-ce que tu l'as fait pour tel client ou pour tel client? Ah, OK. Donc là, toutes ces interactions-là humaines et non pas technologiques avec une personne qui est capable d'interagir avec la technologie et la personne faisaient en sorte qu'une fois que la séquence était faite dans la technologie, on n'avait plus besoin, on avait déjà appris le travail. On avait déjà appris tout ce qui était derrière la logique du travail. Ce que j'entends dans vos propos, c'est qu'à travers toute l'évaluation que vous faites de la situation, que ce soit les capacités de la personne elle-même, l'environnement de travail, les exigences de travail, vous regardez les obstacles qui peuvent être rencontrés, comment la personne, après ça, peut s'y adapter. Pouvez-vous nous parler un petit peu des obstacles là, que vous avez, par votre expérience d'implantation, retrouvés sur le terrain? C'est une excellente question, Véronique. En fait, au fil des années, avec plusieurs projets, justement, d'implantation de la technologie, on en est arrivé à identifier quelques catégories d'obstacles avec la technologie. La première catégorie d'obstacles, c'est tous les obstacles liés au social. Les préjugés, le fait, je veux pas que mes employés utilisent des technologies parce qu'ils vont aller sur leurs médias sociaux, ils vont faire autre chose que travailler. Puis aussi, toutes moi, je peux l'utiliser, toi, tu peux pas. Tout ce qui paraît être inéquitable. Ça, j'appellerais ça les obstacles sociaux. Ensuite, on a les obstacles que j'appellerais opérationnels. Puis ça, on les oublie souvent, mais
une technologie pour la mobiliser, admettons que je parle d'une tablette ou d'un téléphone, souvent, ça me prend mes 2 mains. Mais si mon métier me prend 2 mains aussi, je suis pas un poulpe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la mets où, ma machine, quand je ne l'utilise pas? Je travaille, moi, je suis plongeur. Je mets où mon appareil qui peut être endommagé par de l'eau? C'est glissant, je travaille avec du gras. Donc, ça, c'est ce que j'appelle des obstacles opérationnels où je ne peux pas manipuler une technologie en même temps que manipuler ce que j'ai besoin de manipuler dans mon travail. La 3e catégorie d'obstacles, c'est ce que j'appelle les obstacles logistiques. Les obstacles logistiques, c'est tous les obstacles en lien avec où je range mon appareil. Quand est-ce que je le recharge? Qui est responsable de le recharger? Est-ce que je peux me le faire voler? Ça coûte cher, ces appareils-là. Est-ce qu'il peut rester à tel endroit? Donc, tout ce qui est un peu la manutention de la technologie, où ça prend du monde pour réfléchir à ça, puis souvent, on l'oublie. Puis des fois, on arrive, ma technologie n'est pas rechargée ou n'est pas mise à jour, etc. Ça prend d'appeler au service des TI. Ça prend d'appeler au service... Ils ne sont pas habitués à gérer une adaptation. Donc, tout ça, c'est la logistique. Ensuite, les obstacles que j'appellerais développementaux, c'est tout ce qui est en lien avec la littératie technologique. Donc ça, ce n'est pas à négliger non plus. La littératie de la personne elle-même qui aura à l'utiliser comme adaptation, mais toutes les personnes qui ont à aider, former, accompagner aussi, peuvent avoir des littératies à géométrie variable par rapport à la technologie, puis ce n'est pas à négliger non plus. Puis finalement, les obstacles économiques qui sont importants. Puis c'est toujours à renouveler les technologies. Il y a toujours des mises à jour. Il faut toujours payer. C'est un gouffre financier sans fond, les technologies. Puis c'est cool quand ça existe. Il faut continuer de promouvoir le développement des technologies. Mais à la fin, il y a une facture. Puis malheureusement, trop souvent, la personne qui paye ces factures-là, c'est la personne qui a une incapacité. Puis ça ne devrait pas l'être. Donc ça, c'est des choix plus sociétaux. Des choix qu'on doit faire en tant que société. Puis je pense que c'est important qu'on se pose la question avant d'aller en développement, de savoir est-ce que tout le monde a le même objectif d'universalité, d'accessibilité quand on part un projet de développement. Puis c'est vrai que c'est souvent un obstacle. Par souci d'intégration réussie, j'imagine qu'il y a des moyens de surmonter ces obstacles-là. Oui, il y a plusieurs moyens. Encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Je pourrais donner un exemple avec les obstacles sociaux. Moi, je parle souvent de l'erreur fondamentale d'attribution, qui n'est pas de moi, là, qui a été développée par quelqu'un qui s'appelle Ross dans les années 70. L'erreur fondamentale d'attribution, c'est de penser que les obstacles que rencontre une personne sont forcément dispositionnels, alors qu'elles sont situationnelles, les obstacles. Alors, c'est bien important de revenir sur ça. Fait que quand on est en situation, moi, je donne souvent des exemples avec des incapacités motrices, par exemple. Essaye pas de me dire de continuer de travailler fort pour écrire avec ma main droite si je suis amputée du bras droit. Okay? Tu pourras me le dire, me le répéter jusqu'à la fin des temps. Je ne vais pas réussir à améliorer cette capacité-là. Par contre, quand on fait la même chose avec des incapacités plus invisibles, je vais te minuter puis tu vas réussir à le faire. Quand la personne a une situation qui est objectivée et qu'on sait qu'elle n'atteindra jamais la vitesse espérée. Alors, à ce moment-là, il faut adapter l'environnement, la technologie. Il faut trouver ensemble les solutions. Puis moi, je vous dis, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une banque d'applications iOS, Google Play qui est infinie. Ça se développe à la seconde. Alors, l'important, c'est de trouver la bonne application. Puis, je suis un peu allergique à l'expression « une stratégie de compensation ». Moi, j'appelle ça une stratégie de régulation de sa propre activité, puis on en a tous des stratégies de régulation. Tous les personnes au travail vont s'adapter à ses propres préférences, à ses propres capacités, à son expérience. Puis, moi, j'aurais envie de dire, les stratégies de régulation, chaque personne se les développe, puis c'est à partir de ces stratégies-là qu'on doit trouver les bonnes solutions. Les bonnes solutions. Je pense que vos 3 présentations illustrent bien ce que je disais au début. Ce n'est pas l'outil qui règle le problème, mais c'est toute la démarche qui entoure l'implantation d'un outil ou d'une plateforme dans un milieu de travail. Merci beaucoup à vous 3.